Le 31 décembre 192, l'empereur Commode meurt assassiné dans son bain. Ce fou sanguinaire qui se prenait pour Hercule laisse Rome sans héritier. Le lendemain, les sénateurs installent Pertinax sur le trône. Ce vieux militaire promet aux prétoriens un donativum colossal pour acheter leur soutien. Problème, les caisses sont vides. Commode a tout dépensé dans ses délires. Quand Pertinax annonce qu'il ne peut pas payer, les prétoriens le massacrent dans son palais. 87 jours de règne. Le 28 mars 193, ils organisent une vente aux enchères. Le Sénat assiste, impuissant à ce spectacle grotesque. L'Empire romain mis en vente au plus offrant. Un sénateur nommé Didius Julianus emporte le trône pour 25 000 sesterces par soldat, mais aux frontières, 3 généraux refusent cette mascarade. En Syrie, Pescennius Niger contrôle les légions orientales. En Bretagne, Claudius Albinus commande 3 légions d'élite. En Pannonie, Septime Sévère dirige les armées du Danube. Ces hommes ont du sang, du fer et des dizaines de milliers de soldats prêts à tout. Le trône ne se vend pas. Il se prend. Septime Sévère frappe le premier. Il rassemble 13 légions et marche sur Rome. En juin 193, Didius Julianus est déjà mort, égorgé sur ordre du Sénat, qui a vu arriver les armées danubiennes. Sévère entre dans la capitale sans combattre. Il a 47 ans, vient d'Afrique du Nord, de Leptis Magna en Libye. Aucune goutte de sang italien dans les veines. Rome vient de couronner son premier empereur provincial, mais il reste 2 rivaux. Sévère ne peut pas affronter Niger et Albinus simultanément. Il fait un calcul politique brillant. Il contacte Albinus et lui offre le titre de César, faisant de lui l'héritier officiel. Albinus accepte. Sévère a 47 ans. Il ne devrait pas régner longtemps. Albinus peut attendre. Avec Albinus neutralisé, Sévère se jette sur Niger. Les batailles font rage en Orient pendant toute l'année 194. Les légions syriennes résistent férocement, mais les troupes danubiennes sont supérieures. Niger tombe lors de la bataille décisive d'Issos. Sa tête finit exposée à Byzance. Il ne reste que 2 prétendants. Avril 195. Septime Sévère convoque le Sénat et annonce une décision qui va embraser l'Empire. Il nomme son fils Caracalla au titre de César. D'un seul geste, il arrache à Albinus son statut d'héritier. L'alliance vole en éclats. Le message est brutal. Sévère veut fonder une dynastie. Il n'a jamais eu l'intention de partager quoi que ce soit. Quand la nouvelle atteint la Bretagne, Albinus comprend qu'il a été joué depuis le début. Sévère l'a utilisé pour éliminer Niger, et maintenant qu'il n'a plus besoin de lui, il le jette. Le Sénat, terrorisé par Sévère, déclare Albinus ennemi public. La guerre devient inévitable. Albinus n'est pas homme à subir. Il commande la 2e Augusta, la 6e Victrix et la 20e Valeria Victrix, 3 légions qui ont combattu dans les brumes glacées du nord de l'Angleterre pendant des décennies. Ces hommes ont repoussé les Pictes, massacré les Calédoniens, tenu le mur d'Adrien contre des hordes de barbares hurlants. Ils sont endurcis, disciplinés, mortels. En 196, Albinus fait traverser la Manche à 40 000 hommes. Les bateaux de la flotte de Bretagne font la navette pendant des semaines. Ils débarquent à Boulogne-sur-Mer. Albinus ne vient pas négocier. Il vient prendre Rome, sa première cible, et Trèves, en Germanie. La ville est défendue par la 23e Légion Primigenia, fidèle à Sévère. Albinus assiège la cité pendant des semaines. Les défenseurs tiennent. Chaque jour perdu affaiblit Albinus alors que Sévère rassemble ses forces. Il abandonne le siège et pousse vers le sud. Lyon s'offre à lui sans combattre. Quand 3 légions se présentent aux portes, la garnison locale ne peut rien faire. 60 contre 1. Les portes s'ouvrent. Albinus établit son quartier général dans la capitale des Gaules. Il crée un atelier monétaire, frappe des pièces à son effigie, se proclame Auguste. Lyon devient le cœur de son empire en devenir. Pendant ce temps, Sévère termine sa campagne contre les Parthes en Mésopotamie. Il crée une nouvelle province romaine sur les ruines de l'empire parthe. Mais quand il apprend qu'Albinus contrôle Lyon et menace d'envahir l'Italie, il abandonne tout et marche vers l'ouest. L'hiver 196-197 voit converger la plus grande concentration de légions jamais rassemblées pour une guerre civile. Sévère commande 13 légions, des Pannoniens endurcis par des années de combats contre les tribus germaniques, des légionnaires d'Italie du Nord, sa garde prétorienne d'élite. 75 000 hommes, cavaliers, fantassins, auxiliaires, toute la machine de guerre romaine. Albinus dispose de moins de la moitié de ses effectifs. Ces 3 légions bretonnes forment un noyau de 30 000 vétérans. Il a recruté des auxiliaires gaulois et des mercenaires.
mais il reste en infériorité écrasante. Sa seule chance, choisir le terrain, piéger Sévère, compenser le nombre par la ruse début 197. Sévère franchit les Alpes. Il descend par le sud de l'Alsace, ralliant les garnisons de Germanie restées loyales. Chaque jour, son armée grossit. Les légions du Rhin le rejoignent. Les cohortes urbaines se mettent sous ses ordres. C'est une avalanche de fer et d'acier qui déferle sur la Gaule. Albinus sait qu'il arrive. Ses éclaireurs surveillent toutes les routes. Il fait renforcer les défenses de Lyon, mais il sait qu'il ne peut pas se laisser assiéger. Un siège signifierait la mort lente, la famine, la défaite certaine. Il doit affronter Sévère, en bataille rangée. Les deux armées se rencontrent d'abord à Tournu, sur la Saône. Le combat est bref, mais violent. Sévère l'emporte, mais Albinus réussit à se dégager. Il ordonne la retraite vers Lyon. Ce n'est pas une fuite, c'est un repli tactique. Il a un plan. Albinus choisit son champ de bataille au nord de Lyon, sur le plateau entre Saône et Rhône, près de l'actuel quartier de Sathonay. Le terrain lui offre des avantages. Il ordonne à ses hommes de creuser des fosses géantes, des tranchées profondes de 3 mètres, larges de 2. Ces pièges sont ensuite dissimulés sous des branchages et de la terre. Vu de loin, les fosses ressemblent à du terrain plat. Mais un homme en armure qui tombe dedans ne remonte pas. Des semaines de travail épuisant. Les légionnaires creusent dans le sol gelé de février. Ils transportent des tonnes de terre. Ils construisent un piège mortel pour l'armée de Sévère. Les fosses forment un réseau complexe devant les positions d'Albinus. Seuls ces hommes connaissent leur emplacement exact. Le 19 février 197, les deux armées se font face. C'est l'hiver, une période inhabituelle pour une bataille majeure. Normalement, les généraux attendent le printemps, quand on peut nourrir facilement les hommes et les chevaux. Mais ni Sévère ni Albinus ne peuvent attendre. Rome brûle dans cette guerre civile. Il faut un vainqueur. L'historien Dion Cassius, contemporain des événements, prétend que 300 000 hommes s'affrontent ce jour-là. C'est exagéré. Les historiens modernes estiment les forces entre 100 et 150 000 combattants au total. Mais même avec des chiffres plus modestes, c'est l'une des plus grandes batailles jamais livrées entre armées romaines. L'équivalent des 3/4 des forces militaires de l'Empire concentrées sur un seul champ de bataille. Sévère dispose ses meilleures troupes au centre, ses prétoriens, l'élite de l'élite et les légions pannoniennes qui l'ont suivi depuis le Danube. Sur son aile droite, Marius Maximus commande les légions italiennes. Sur l'aile gauche, Laetus dirige la cavalerie. Ce général va jouer un rôle décisif, mais pas celui qu'on attend. Albinus a organisé sa défense avec soin. Son aile droite regroupe ses légions de Bretagne, ses soldats les plus fiables. Ces hommes ont survécu à des années de guerre dans le nord glacé. Ils connaissent la discipline, la violence, la mort. Son aile gauche est composée d'auxiliaires gaulois, moins expérimentés mais nombreux. Entre les deux lignes invisibles, attendent les fosses. L'aube se lève sur un paysage gelé. Les légionnaires de Sévère forment leur rang dans un silence tendu. En face, les hommes d'Albinus attendent, immobiles. Le vent souffle sur le plateau désert. Puis les trompettes sonnent. Le combat commence par un déluge de projectiles. Les frondeurs lancent leurs balles de plomb qui sifflent dans l'air glacé. Les archers tirent leurs flèches en volées serrées. Les javelots y pleuvent sur les deux formations. Des hommes tombent avant même que les lignes ne se touchent. Puis vient le choc. Les légions s'avancent au pas cadencé, boucliers serrés, glaives courts pointés vers l'avant. Quand les deux murs de fer se percutent, le bruit résonne comme un coup de tonnerre. Le métal cogne le métal. Les boucliers se fracassent. Les glaives cherchent les interstices entre les armures. Le sang jaillit. Les hommes hurlent, tombent, sont piétinés par ceux qui avancent derrière. L'aile droite de Sévère, commandée par Marius Maximus, enfonce rapidement les auxiliaires gaulois. Ces recrues locales n'ont jamais vu une légion romaine en pleine charge. La discipline, la coordination, la violence organisée les terrorisent. Ils plient sous la pression, reculent, finissent par rompre complètement. Maximus ordonne la poursuite. Ces légionnaires franchissent les fortifications de campagne d'Albinus et se jettent sur son camp. Ils commencent à piller avant même d'avoir gagné la bataille. Erreur fatale. Sur l'aile gauche, les légions de Bretagne d'Albinus exécutent une manœuvre brillante. Elles lancent une attaque, projettent leurs javelots, puis font semblant de reculer en désordre. Les soldats de Sévère, croyant avoir brisé la ligne ennemie, se lancent à la poursuite. Ils courent sur le terrain qu'ils croient sûr, puis le sol s'ouvre sous leurs pieds. Les premiers rangs tombent dans les fosses. Des centaines d'hommes disparaissent dans les tranchées profondes de 3 mètres. Ceux qui ne meurent pas sur le coup se brisent les jambes, les bras, le dos. Les légionnaires qui suivent ne peuvent pas s'arrêter.
La masse des hommes derrière pousse. Encore plus de soldats tombent dans les pièges. Les archers d'Albinus, postés au bord des fosses, tirent à bout portant sur les hommes coincés dans les trous. Les légionnaires ne peuvent ni se défendre ni fuir. Ils meurent comme du bétail dans un abattoir. Le sang remplit les fosses jusqu'à former des mares écarlates. Les survivants tentent de s'accrocher aux parois, mais la terre gelée offre peu de prise. Ils glissent, retombent sur les cadavres de leurs camarades. Les légions de Bretagne se retournent et chargent. Les soldats de Sévère, pris entre les fosses et l'ennemi, n'ont nulle part où aller. Le massacre est total. Des régiments entiers sont anéantis en quelques minutes. Les Pannoniens, ces vétérans endurcis, meurent par centaines dans la boue et le sang. Au centre, Septime Sévère mène personnellement la charge contre les positions d'Albinus. C'est la première bataille de sa vie où il combat au premier rang. À 47 ans, cet homme qui a passé sa carrière à administrer des provinces se retrouve dans la mêlée avec un glaive à la main. Son cheval est tué sous lui. Il manque de mourir écrasé. Ses gardes prétoriens le protègent de justesse, le remettent en selle sur un autre cheval. Pendant des heures, les deux armées s'affrontent sans qu'aucune ne prenne l'avantage. Les légions de Sévère poussent, sont repoussées, reviennent à la charge. Les hommes d'Albinus tiennent leur position, contre-attaquent, se replient. Le champ de bataille devient un océan de boue rouge où des dizaines de milliers d'hommes se massacrent mutuellement. Quand le soleil commence à décliner, aucun vainqueur ne s'est dégagé. Les deux armées sont épuisées, saignées à blanc. Les cadavres jonchent le plateau. Les blessés gémissent dans le froid. Les deux camps se replient sur leurs positions initiales. La nuit tombe sur un carnage indescriptible. Personne ne dort. Les soldats savent qu'au matin, ils devront recommencer. Le 20 février, les survivants se traînent hors de leur tente. Beaucoup ont passé la nuit à panser leurs blessures. D'autres ont creusé des tombes sommaires pour leurs camarades. Les plus jeunes ont pleuré ou prié. Les vétérans sont restés silencieux, le regard vide, ayant déjà tout vu. Les deux armées reforment leurs lignes. Les rangs sont clairsemés. Les centuries qui comptaient 80 hommes la veille n'en ont plus que 40. Mais ni Sévère ni Albinus ne peuvent reculer. Le premier qui abandonne perd tout. L'Empire, la vie, l'honneur. Albinus lance une offensive massive. Ses légions de Bretagne se jettent sur l'aile gauche de Sévère avec une fureur désespérée. Ces hommes savent qu'ils sont en infériorité numérique. Leur seule chance est de briser l'ennemi avant qu'il ne les écrase par le nombre. Ils chargent en hurlant leurs chants de guerre, ces hymnes brutaux qu'ils chantaient en patrouillant le mur d'Adrien. La charge brise les lignes de Sévère. Les légions pannoniennes, déjà affaiblies par les pertes de la veille, ne peuvent pas tenir. Elles reculent, se désorganisent, commencent à fuir. L'aile gauche de Sévère s'effondre complètement. Les soldats d'Albinus les poursuivent, les massacrent, enfoncent toujours plus profond dans les positions ennemies. Sévère voit son armée sur le point de se disloquer. S'il perd maintenant, il perd tout. Il prend une décision qui va entrer dans la légende. Il arrache son manteau pourpre d'empereur, le jette à terre et se lance dans la mêlée sans aucune marque distinctive. Un simple soldat parmi des milliers d'autres, ses prétoriens le suivent sans hésiter. Cette démonstration de courage galvanise les troupes. Les légionnaires voient leur empereur risquer sa vie au premier rang. Ils se ressaisissent, reforment leurs lignes, tiennent bon. Mais Albinus a presque gagné. Son aile droite enfonce les positions de Sévère sur toute la longueur. Ses soldats croient de la victoire acquise. Certains crient déjà « Ave Imperator Albinus ». Ils se voient déjà marcher sur Rome, partager le butin de la capitale, recevoir des promotions et des terres. Albinus va devenir empereur. C'est à ce moment précis que tout bascule. Laetus, qui commande la cavalerie de Sévère, est resté en retrait pendant presque toute la bataille. Des milliers de cavaliers qui n'ont pas encore chargé. Pourquoi ? Les historiens hérodiens et Dion Cassius insinuent qu'il attendait de voir qui allait gagner. Laetus aurait secrètement espéré que Sévère et Albinus s'entretuent, lui permettant de se faire proclamer empereur par les survivants. Mais quand il voit Albinus sur le point de l'emporter, Laetus comprend qu'il doit choisir. S'il reste inactif et qu'Albinus gagne, il sera exécuté pour trahison. Il lève son bras, ordonne la charge. Des milliers de cavaliers se mettent en mouvement. Le sol tremble sous les sabots. La cavalerie de Laetus frappe l'armée d'Albinus sur le flanc. Les légions de Bretagne sont engagées dans un combat frontal contre les troupes de Sévère. Elles ne sont plus en formation défensive. La charge de cavalerie les prend totalement par surprise. Les cavaliers déferlent sur eux, les renversent, les piétinent, les taillent en pièces. Les légionnaires tentent de se regrouper, mais c'est trop tard.
La cohésion se brise. La panique s'installe. Ce qui était une victoire certaine se transforme en déroute catastrophique. Les soldats d'Albinus fuient en désordre vers Lyon, mais la cavalerie de Létus les poursuit sans pitié. Les fuyards sont rattrapés, massacrés. Ceux qui jettent leurs armes pour courir plus vite sont abattus dans le dos. Les blessés qui tombent sont achevés sur place. Aucune pitié, aucun quartier. Ceux qui arrivent à atteindre Lyon découvrent qu'ils sont piégés. La ville se trouve coincée entre la Saône et le Rhône, au confluent des deux fleuves. C'est un cul-de-sac géographique. Il n'y a qu'une seule sortie, et elle est bloquée par l'armée de Sévère qui arrive derrière eux. Les légions de Sévère déferlent dans Lyon comme une marée de fer. Elles tuent tout ce qui bouge. Les soldats d'Albinus tentent de résister dans les rues, se barricadent dans les maisons, se battent jusqu'au dernier homme, mais ils sont épuisés, blessés, démoralisés. Ils sont exterminés jusqu'au dernier. Les rues de Lyon se transforment en rivières de sang. Dion Cassius décrit la scène avec des mots qui glacent le sang. La plaine était couverte de cadavres d'hommes et de chevaux. Des ruisseaux de sang coulaient dans les fleuves, colorant la Saône et le Rhône en rouge. On ne pouvait pas marcher sans piétiner des morts. L'odeur de la chair en décomposition était si forte qu'elle rendait malades même les vétérans les plus endurcis. Les pertes sont colossales. Les estimations modernes parlent de 25 à 40 000 morts en 2 jours. Presque tous les soldats d'Albinus périssent dans la bataille ou dans le massacre qui suit. L'armée de Sévère perd également des milliers d'hommes, surtout pendant le premier jour, quand les légions sont tombées dans les fosses. Claudius Albinus ne survit pas à la débâcle. Les sources anciennes ne s'accordent pas sur les circonstances exactes de sa mort. Selon Hérodien, il se serait suicidé en se jetant sur son épée quand il a vu que tout était perdu. Tradition romaine. Un général vaincu meurt avec honneur plutôt que de tomber vivant aux mains de l'ennemi. Selon Dion Cassius, il aurait été capturé blessé et exécuté immédiatement par les soldats de Sévère. D'autres sources suggèrent qu'il aurait été tué pendant la bataille elle-même, transpercé par une lance alors qu'il tentait de rallier ses troupes en déroute. Ce qui est certain, c'est le traitement que Septime Sévère réserve à sa dépouille. Quand le cadavre d'Albinus est retrouvé, Sévère ordonne qu'on le déshabille complètement. Le corps nu est jeté à terre devant l'armée assemblée. Sévère monte sur son cheval et fait piétiner le cadavre sous les sabots de sa monture. Il le foule aux pieds devant des dizaines de milliers de soldats, puis il ordonne la décapitation. La tête d'Albinus est tranchée et envoyée à Rome dans un sac. Elle est exposée sur une pique au forum, plantée devant le Sénat comme avertissement. Le message est clair, voilà ce qui arrive à ceux qui défient Septime Sévère. Les sénateurs qui passent devant la tête putréfiée détournent le regard, terrorisés. Le reste du corps est jeté dans le Rhône comme une charogne. Albinus ne mérite même pas une tombe. Son cadavre dérive dans le fleuve, ballotté par le courant jusqu'à ce qu'il se désintègre ou soit dévoré par les poissons. Pour un Romain, c'est la pire des humiliations. Pas de sépulture signifie pas de repos éternel, pas de place parmi les ancêtres. L'âme d'Albinus est condamnée à errer pour l'éternité. Mais Sévère ne s'arrête pas là. Il fait fouiller le quartier général d'Albinus à Lyon. Ses hommes découvrent des caisses remplies de lettres, toute la correspondance du général rebelle. Ces documents révèlent les noms de tous les sénateurs qui ont soutenu Albinus en secret, qui lui ont envoyé de l'argent, qui lui ont promis leur appui s'il gagnait. Ces sénateurs sont convoqués à Rome. Certains essaient de fuir, mais les soldats de Sévère les rattrapent. Les procès sont expéditifs. Pas de défense, pas d'appel. Sévère lit les lettres à haute voix devant le Sénat terrorisé. Les accusés nient un supplice, offrent des fortunes pour sauver leur vie. Rien n'y fait. 41 sénateurs sont exécutés. Certains sont décapités publiquement sur le forum. D'autres reçoivent l'ordre de se suicider chez eux, dernier privilège accordé à leur rang. Ils s'ouvrent les veines dans leurs bains, entourés de leurs familles en larmes. Leurs biens sont confisqués. Leurs femmes et leurs enfants sont déshérités, ruinés du jour au lendemain. Leurs noms sont effacés des registres publics. Damnatio memoriae, condamnation de la mémoire. En Gaule et en Espagne, la répression frappe tous ceux qui ont aidé Albinus. Les gouverneurs qui l'ont rejoint sont remplacés, leurs propriétés saisies. Les officiers qui ont servi dans son armée sont traqués. Certains réussissent à s'enfuir chez les barbares, au-delà du Rhin. D'autres se cachent dans des fermes isolées, mais les agents de Sévère les débusquent un par un. Personne n'échappe à la vengeance de l'empereur. La 13e cohorte urbaine qui stationnait à Lyon et qui s'est battue aux côtés d'Albinus est dissoute par décret impérial. L'unité n'est jamais reconstituée. À sa place,
Sévère installe des détachements prélevés sur les 4 légions du Rhin qui lui sont restés fidèles. Ces soldats reçoivent des postes confortables au cœur de la Gaule, en récompense de leur loyauté. Garnison tranquille, bonne solde, pas de combat contre les barbares. Le paradis pour un légionnaire, mais c'est Lyon qui subit le châtiment le plus terrible. Septime Sévère n'a pas oublié qu'il a été gouverneur de la Gaule lyonnaise de 186 à 188. Il connaît cette ville par cœur. Il a marché dans ses rues, mangé dans ses tavernes, négocié avec ses notables. Il pensait que les Lyonnais le soutiendraient, par reconnaissance. Au lieu de ça, ils ont ouvert leurs portes à Albinus sans résister. Cette trahison ne sera jamais pardonnée. Après la bataille, Sévère autorise ses soldats à piller la ville. Ce n'est pas un pillage contrôlé, limité dans le temps. C'est un sac complet qui dure des jours entiers. Les légionnaires défoncent les portes des maisons patriciennes, emportent tout ce qui a de la valeur. Les coffres remplis d'or et d'argent sont fracturés. Les bijoux sont arrachés du cou des femmes. Les tissus précieux, la soie de Chine, la pourpre de Tyr, tout est volé. Les esclaves sont capturés pour être revendus. Les riches lyonnais qui ont caché leurs trésors sous les dalles ou dans les murs voient leurs cachettes découvertes, leurs biens arrachés. Les viols sont systématiques. Les soldats victorieux considèrent les femmes de la ville vaincues comme leur butin légitime. Peu importe le rang, l'âge, la beauté. Patriciennes ou esclaves, jeunes filles ou vieilles femmes, toutes subissent les viols collectifs des légionnaires ivres de victoire et de vin pillé. Les maris qui tentent de protéger leurs épouses sont tués sur place. Puis vient le feu. Sévère ordonne de brûler Lyon. Les incendies sont allumés méthodiquement, quartier par quartier. Les édifices publics qui faisaient la fierté de la ville partent en fumée. Le grand théâtre où se produisaient les acteurs venus de Rome s'effondre dans les flammes. L'amphithéâtre où combattaient les gladiateurs se transforme en fournaise. Les thermes magnifiques, avec leurs mosaïques importées et leurs statues de marbre, sont détruits. Les temples brûlent. Celui de Rome et d'Auguste, le plus important de la Gaule, s'écroule dans un fracas de pierres et de poutres calcinées. Les sanctuaires des dieux gaulois et romains sont profanés puis incendiés. Les bibliothèques, où sont conservés des manuscrits irremplaçables, disparaissent dans les flammes. Des siècles de savoir partent en cendres. Les maisons s'embrasent par centaines. Les habitants tentent de fuir, mais les rues sont bloquées par les légionnaires. Ceux qui sortent de leur demeure en feu sont repoussés à l'intérieur à coups de lance. Des familles entières brûlent vives, piégées dans leur propre maison. Leurs hurlements résonnent dans toute la ville pendant des heures. Le nombre exact de morts civiles est impossible à établir. Les sources anciennes parlent de massacres massifs. Grégoire de Tours, écrivant au VIe siècle, rapporte que des fleuves de sang chrétien coulaient sur les places publiques et nous ne pourrions dire le nombre des martyrs. Il présente ces événements comme une persécution religieuse, mais les historiens modernes savent qu'il s'agit du souvenir déformé du sac de Lyon. Ce qui est certain, c'est que des milliers de Lyonnais périssent. Certains sont tués par les soldats, d'autres meurent dans les incendies. Les plus chanceux réussissent à fuir vers les campagnes environnantes, mais ils laissent derrière eux tout ce qu'ils possèdent. Lyon, qui comptait entre 50 et 80 000 habitants avant la bataille, n'est plus qu'un champ de ruines fumantes où errent quelques survivants hagards. Sévère ne se contente pas de détruire la ville physiquement. Il la dépouille de son statut politique. Lyon était la capitale des Gaules, le siège du gouverneur, le centre administratif et économique de toute la région. Sévère lui retire tous ses privilèges. Le siège du gouverneur est déplacé ailleurs. Les ateliers impériaux qui frappaient la monnaie sont fermés et transférés. Lyon perd son rang, devient une ville de second ordre. Cette destruction aura des conséquences qui dureront des siècles. Pendant tout le reste de l'époque romaine, jusqu'à la chute de l'Empire en 476, Lyon ne retrouvera jamais sa splendeur d'avant 197. Les fouilles archéologiques modernes confirment l'ampleur de la catastrophe. Les archéologues ont découvert des couches épaisses de cendres datant de cette période, des murs effondrés, des traces d'incendies massifs. En 1950, lors de travaux près de la colline de la Croix-Rousse, on a découvert le corps d'un soldat enterré avec son équipement. Une épée brisée en deux gisait près de lui. Des éléments de courroie en cuir portaient des lettres rivetées, formant l'inscription « Uter Félix ». Porte-le avec bonheur. 12 deniers d'argent étaient dans sa bourse. Le plus récent avait été frappé en 194 à Antioche, sans trace d'usure. Ce légionnaire venait probablement des armées danubiennes de Sévère, qui avaient combattu en Orient contre Pescennius Niger. Il était venu de Mésopotamie jusqu'à Lyon pour y mourir dans une bataille fratricide.
Son corps a reposé sous terre pendant près de 2000 ans avant d'être découvert. Combien d'autres cadavres restent encore enfouis sous le Lyon moderne? À Vèze, un quartier de Lyon, les fouilles ont révélé un charnier mêlant les restes de 4 humains et 4 chevaux. Impossible de dire s'ils sont morts pendant la bataille ou lors du sac de la ville. Mais leur présence témoigne de la violence qui s'est déchaînée en ces lieux. La victoire de Septime Sévère à Lyon met fin à 4 années de guerre civile. Pour la première fois depuis l'assassinat de Commode en 192, Rome n'a plus qu'un seul empereur. Mais cette unité s'est construite sur des montagnes de cadavres. Les pertes militaires de la guerre civile sont catastrophiques. Des dizaines de milliers de légionnaires sont morts en s'entretuant au lieu de défendre les frontières contre les barbares. Les conséquences se feront sentir rapidement. Les tribus germaniques au-delà du Rhin et du Danube profitent de l'affaiblissement des garnisons pour lancer des raids. En Bretagne, d'où Albinus a emmené 3 légions, les Pictes et les Calédoniens attaquent le mur d'Adrien. Les défenses sont si affaiblies que Rome est forcée d'abandonner le mur d'Antonin au nord et de se replier sur le mur d'Adrien. C'est un recul stratégique majeur. Sévère règne sans partage pendant 14 ans, jusqu'à sa mort en 211. Mais son règne marque une rupture fondamentale dans l'histoire romaine. Il est le premier empereur sans racines italiennes. Né en Afrique du Nord, il représente la fin de la domination italienne sur l'Empire. Désormais, n'importe quel général provincial peut prétendre au trône s'il a l'appui de ses légions. La citoyenneté romaine, le sang italien, tout ça ne compte plus. Seule compte la force militaire. Sévère transforme la nature même du pouvoir impérial. Il s'appuie entièrement sur l'armée. Sa politique peut se résumer en 3 mots qu'il aurait prononcés sur son lit de mort. Enrichissez les soldats. Il augmente massivement la solde des légionnaires de 300 à 500 deniers par an. Il leur accorde de nouveaux privilèges. Le droit de se marier pendant leur service, ce qui était interdit avant, et le droit de porter l'anneau d'or des chevaliers à leur retraite. Il crée 3 nouvelles légions pour renforcer l'armée. Il augmente l'effectif de la garde prétorienne et recrute des soldats venus des provinces au lieu de se limiter aux Italiens. Il distribue des terres aux vétérans. Il fait construire des thermes et des monuments pour l'armée. Tout pour les soldats, rien pour les autres. Cette politique achète la loyauté à court terme, mais crée un problème structurel qui hantera l'Empire pendant tout le IIIe siècle. Les soldats comprennent qu'ils peuvent faire et défaire les empereurs. Pourquoi obéir à un empereur qui ne les paie pas assez quand ils peuvent en proclamer un nouveau qui leur promet plus? La logique est imparable et mortelle. Les historiens parlent à propos de Sévère de Bas-Empire. Avec lui commence une période où le pouvoir repose uniquement sur la force militaire. Les institutions républicaines, déjà affaiblies sous le Haut-Empire, deviennent complètement vides de sens. Le Sénat n'est plus qu'une chambre d'enregistrement terrorisée. Les lois sont ce que l'empereur décide. La seule légitimité vient des légions. Sévère fonde une dynastie qui règne jusqu'en 235. Ses fils Caracalla et Geta lui succèdent conjointement en 211. Mais Caracalla fait assassiner Geta moins d'1 an plus tard, en 212. Il le tue de ses propres mains dans les bras de leur mère Julia Domna. Puis il massacre tous les partisans de Geta, plus de 20 000 personnes selon Dion Cassius. Le fils a appris les méthodes du père. Caracalla règne jusqu'en 217, quand il est assassiné par un de ses officiers. Puis vient Macrin, le préfet du prétoire qui a organisé le meurtre. Il est tué en 218 par les soldats qui proclament Elagabal, un cousin syrien de Caracalla. Elagabal est assassiné en 222, remplacé par son cousin Alexandre Sévère. Ce dernier est tué en 235 par ses propres troupes. La dynastie fondée dans le sang à Lyon finit dans le sang 42 ans plus tard. Après 235, c'est l'anarchie militaire. En 50 ans, de 235 à 285, Rome connaît plus de 20 empereurs, presque tous issus de l'armée, presque tous assassinés. L'Empire est au bord de l'effondrement. Les barbares déferlent sur les frontières. Les provinces se détachent. L'économie s'effondre. La monnaie est dévaluée. Les villes sont abandonnées. C'est la crise du IIIe siècle, la période la plus sombre de l'histoire romaine. Cette crise trouve ses racines dans la bataille de Lyon et dans le précédent qu'elle établit. Sévère a montré qu'on peut conquérir l'Empire par la force des armes. Il a montré que les soldats peuvent faire basculer une guerre civile. Il a montré qu'un général ambitieux peut devenir empereur s'il paie assez bien ses troupes. Tous les généraux qui suivent tenteront de l'imiter. Un dernier personnage mérite qu'on s'attarde sur son destin. Laetus, le général de cavalerie dont l'intervention a fait basculer la bataille.
Cet homme a sauvé Septime Sévère d'une défaite certaine. Sans sa charge au moment crucial, Albinus aurait gagné. Sévère lui doit le trône. On pourrait s'attendre à ce qu'il le couvre de récompenses, de promotions, de richesses. C'est tout le contraire qui se produit. Après la bataille, Sévère traite Létus avec une froideur glaciale. Il ne le félicite pas publiquement. Il ne lui accorde aucun honneur particulier. Au contraire, il lui reproche ouvertement d'être intervenu tardivement. Pourquoi la cavalerie est-elle restée inactive pendant presque toute la bataille? Pourquoi Létus a-t-il attendu que Sévère soit au bord de la défaite pour agir? Les questions sont posées devant toute l'armée. Létus tente de se justifier. Il prétend avoir attendu le moment tactique optimal. Il dit qu'une charge de cavalerie prématurée aurait été inefficace. Il affirme qu'il a agi au meilleur moment pour garantir la victoire. Personne n'est dupe. Sévère moins que quiconque. Les historiens Hérodien et Dion Cassius affirment que Létus espérait secrètement la mort de Sévère et d'Albinus. Il aurait voulu qu'ils s'entretuent pour pouvoir se faire proclamer empereur par les survivants. C'est pour ça qu'il a attendu. Il observait, calculait, espérait que les deux adversaires s'affaibliraient mutuellement au point qu'ils puissent intervenir et rafler la mise. Mais quand il a vu Albinus sur le point de l'emporter, il a compris qu'il devait choisir un camp. S'il ne faisait rien et qu'Albinus gagnait, il serait exécuté pour trahison. Alors il a chargé, non pas pour sauver Sévère, mais pour se sauver lui-même. Voilà ce que pensent les historiens anciens. Voilà ce que croit Septime Sévère. Létus comprend qu'il est en danger, mais Sévère ne peut pas l'exécuter immédiatement. Cet homme est populaire dans l'armée. Il commande la loyauté de milliers de cavaliers. Le tuer pourrait provoquer une mutinerie. Sévère doit être plus subtil. Il félicite Laëtus publiquement pour son rôle dans la victoire. Il le nomme à un poste prestigieux, gouverneur de l'Orient, chargé de défendre les frontières contre les Parthes. C'est un honneur immense, une promotion apparente. Létus ne peut pas refuser sans avouer sa culpabilité. Il accepte et part pour l'Orient. Une fois Létus éloigné de Rome, loin de ses alliés et de ses troupes, Sévère envoie des ordres secrets. Des assassins sont dépêchés en Orient. Officiellement, ils font partie de l'escorte d'honneur de Létus. En réalité, ce sont des tueurs. Ils attendent le moment propice. Létus meurt quelques mois après son arrivée en Orient. Officiellement, il tombe au combat contre les Parthes, glorieusement, en défendant les frontières de l'Empire. Son corps est rapatrié à Rome pour des funérailles dignes d'un héros. Sévère prononce lui-même l'éloge funèbre, louant le courage et la loyauté de son général. Personne n'est dupe. Tout le monde sait que Laëtus a été assassiné sur ordre de l'empereur. Mais personne n'ose le dire à voix haute. Les sénateurs baissent les yeux. Les généraux se taisent. Les soldats murmurent entre eux mais n'osent pas se rebeller. Le message est passé. Même ceux qui sauvent, Sévère, ne sont pas en sécurité s'ils ont hésité une seconde à le servir. Cette exécution déguisée révèle la paranoïa qui s'empare de Septime Sévère après la bataille de Lyon. Il a vaincu tous ses rivaux militaires, éliminé tous les prétendants au trône, massacré tous ceux qui ont soutenu ses ennemis. Mais il voit encore des traîtres partout. N'importe quel général qui montre de l'initiative devient suspect. N'importe quel sénateur qui parle trop fort risque l'exécution. N'importe qui peut être le prochain sur la liste. Le règne de Sévère est marqué par une série ininterrompue de purges. Des généraux sont rappelés de leur province et exécutés pour des accusations de trahison montées de toutes pièces. Des sénateurs disparaissent dans la nuit. Des familles entières sont anéanties. Sévère crée un climat de terreur qui ne prendra fin qu'avec sa mort. Septime Sévère règne pendant 14 ans après la bataille de Lyon. En 208, il décide de lancer une grande campagne en Bretagne pour soumettre définitivement les tribus du Nord. Il emmène ses deux fils Caracalla et Geta avec lui. Il veut leur apprendre l'art de la guerre, leur montrer comment on gouverne un empire. La campagne est difficile. Les Calédoniens refusent la bataille rangée et pratiquent la guérilla. Ils attaquent les convois romains, tendent des embuscades, disparaissent dans les forêts et les marécages. Les légions pataugent dans la boue glacée, traquent un ennemi insaisissable, perdent des hommes chaque jour sans remporter de victoire décisive. Sévère vieillit mal. Il a maintenant 65 ans. Les hivers humides de Bretagne aggravent sa goutte. Il peut à peine marcher. Ses soldats le transportent en litière. Mais il refuse d'abandonner. Il veut soumettre les Calédoniens, repousser la frontière jusqu'au nord de l'Écosse, recréer la province que Hadrien avait abandonnée. Le 4 février 211, Septime Sévère meurt à Eboracum, l'actuel York. C'est à quelques semaines du 14e anniversaire de sa victoire à Lyon. Il meurt dans son lit, entouré de ses fils et de ses généraux.
Ces derniers mots sont adressés à Caracalla et Geta. Restez unis, enrichissez les soldats et moquez-vous du reste. Ses fils n'en retiendront qu'une partie. Ils ne resteront pas unis. Caracalla tuera Geta moins d'un an plus tard. Mais ils enrichiront les soldats. Caracalla augmentera encore leurs soldes et leurs privilèges. Et ils se moqueront effectivement du reste, du Sénat, des lois, du peuple, de tout ce qui n'est pas l'armée. Le corps de Sévère est incinéré. Ses cendres sont rapatriées à Rome et placées dans le mausolée d'Adrien. Il reçoit les honneurs divins habituels pour un empereur. Des temples sont érigés en son honneur. Des statues le représentent en Dieu. Mais personne n'est triste de sa mort. Trop de gens ont souffert sous son règne. Trop de familles ont été brisées. Trop de sang a coulé. La bataille de Lyon entre dans l'histoire comme l'un des affrontements les plus sanglants jamais livrés entre armées romaines. Pendant des siècles, les Lyonnais garderont le souvenir de ce massacre. La ville mettra des générations à se reconstruire et elle ne retrouvera jamais sa splendeur d'avant 197. Les évêques de Lyon conservent jusqu'à aujourd'hui le titre de primate des Gaules. Ce titre commémore le rôle que la ville a joué dans l'introduction du christianisme en Gaule au IIe siècle. Mais c'est aussi un rappel douloureux d'une gloire passée qui ne reviendra jamais. Lyon était la capitale des Gaules. Elle n'est plus qu'une ville parmi d'autres. Les archéologues modernes continuent de chercher le lieu exact de la bataille. Les fouilles se multiplient dans la région lyonnaise. Chaque découverte apporte de nouvelles pièces au puzzle. Des armes brisées sont excavées. Des balles de fronde en plomb portent encore les marques d'impact. Des pièces d'équipement militaire témoignent de la violence des combats. Mais le champ de bataille principal reste introuvable. Trop de temps a passé. Trop de constructions modernes recouvrent les lieux. Les fosses creusées par Albinus ont été comblées depuis longtemps. Les cadavres ont été enterrés ou ont pourri sur place. La terre a absorbé le sang, l'herbe a recouvert les traces. Le plateau où sont morts des dizaines de milliers d'hommes est devenu un quartier résidentiel tranquille de la banlieue lyonnaise. Cette incertitude archéologique n'enlève rien à l'importance historique de la bataille. Lyon représente le point culminant et la conclusion des guerres civiles de 193-197. Elle oppose les forces militaires les plus puissantes de l'Empire dans un combat fratricide d'une violence inouïe. Elle détruit l'une des plus grandes villes de la Gaule. Elle marque la fin de la dynastie des Antonins et le début de celle des Sévères. Surtout, elle établit un précédent catastrophique. Avant Lyon, les guerres civiles romaines étaient relativement rares. Après Lyon, elles deviennent presque continuelles. Le IIIe siècle sera une succession ininterrompue de généraux qui se proclament empereurs et s'entretuent pour le pouvoir. En 50 ans, plus de 20 empereurs se succèdent, presque tous assassinés. L'Empire survit à la crise du IIIe siècle, mais transformé. Dioclétien et Constantin le réorganisent complètement à la fin du IIIe et au début du IVe siècle. Ils créent la tétrarchie, divisent l'Empire en deux parties, établissent une nouvelle capitale à Constantinople. Mais ces réformes ne peuvent effacer le précédent établi à Lyon. Le pouvoir appartient à celui qui contrôle l'armée. Quand Rome tombe finalement en 476, envahie par les barbares, c'est en partie parce que l'armée romaine a passé 3 siècles à se déchirer dans des guerres civiles, au lieu de défendre les frontières. Les légions qui auraient dû combattre les Goths, les Vandales, les Hunes, se sont massacrées mutuellement pour décider qui serait empereur. Lyon a planté la graine de cette destruction. Le 19 février 197, sur un champ gelé au nord de Lyon, l'Empire romain a commencé à mourir. Il mettra encore 3 siècles à s'effondrer complètement, mais le poison était injecté. Septime Sévère a gagné sa couronne dans le sang. Ses successeurs tenteront tous de l'imiter. Et Rome paiera le prix de cette violence pendant des générations.